est née en 1906 à Saint-Louis dans le Missouri, aux États-Unis. Une ville où règne la misère et la ségrégation raciale. Dès son plus jeune âge, elle alterne les petits travaux de ménage et l'école pour aider une fratrie dont elle est l'aînée. Tumpy, c'est le surnom que lui donne sa mère Kerry, ne tient pas en place, saute et danse sans arrêt. Elle n'a qu'un souhait, partir. Je me souviens de l'horreur de l'émeute raciale de East Saint-Louis quand j'étais petite. Pendant des années, Saint-Louis représentait une ville de peur, d'humiliation. Je me suis enfuie de chez moi. Je me suis enfuie de Saint-Louis. Puis je me suis enfuie des États-Unis d'Amérique à cause de cette terreur de discrimination, cette horrible bête qui paralyse notre âme et notre corps. Elle parvient à enchaîner des petits rôles de danseuse. Elle débute sur scène en 1924 dans une revue de musical à Broadway, New York. Le style de Joséphine, mélange de grâce et de comique, séduit déjà. Caroline Dudley Regan, une amoureuse du jazz et la compagne du fondateur de la Revue Nègre à Paris, la remarque et l'invite à traverser l'Atlantique en direction de la France. Le 2 octobre 1925, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, Joséphine déclenche l'enthousiasme avec le premier spectacle de la Revue Nègre. C'est un triomphe. Les personnalités du tout Paris s'y précipitent. Les critiques sont élogieuses, mais certains y voient un spectacle obscène et provoquant. C'est au Folies Bergère qu'elle revêt la fameuse ceinture de banane qui la rendra célèbre. Tout en se jouant des clichés du colonialisme, elle s'impose comme la nouvelle égérie des allées folles, fascinant les artistes comme Picasso, Man Ray, Calder. Elle part faire le tour des villes européennes. En Autriche, une mobilisation a lieu pour interdire son spectacle, mais la tournée en Europe est une réussite. À son retour à Paris, c'est la consécration. La danseuse afro-américaine triomphe sur les planches des Folies Bergère et du Casino de Paris, où elle chante « J'ai deux amours », composée par Vincent Scotto. Elle devient la première star noire et icône mondiale, de Buenos Aires à Vienne, de Londres à Tunis. Elle tourne au cinéma avec Jean Gabin. Et en 1937, elle acquiert la nationalité française. En 1939, Joséphine rencontre Jacques Abtet, chef du contre-espionnage militaire, chargé de recruter d'honorables correspondants. Des personnalités bénévoles, dignes de confiance, susceptibles de se rendre partout sans éveiller les soupçons, pour recueillir des renseignements sur l'activité des agents allemands. Joséphine lui répond « Capitaine, ne suis-je pas devenue l'enfant chéri des Parisiens ? Ils m'ont tout donné, en particulier leur cœur. Je leur ai donné le mien. Je suis prête à leur donner aujourd'hui ma vie. Vous pouvez disposer de moi comme vous l'entendez. » Dès les premiers mots de la guerre, elle effectue plusieurs tournées pour motiver les troupes. Elle a plus de 4000 filleuls de guerre. Chaque soir, elle assure à ses frais la gestion d'un centre d'accueil de réfugiés à la gare du Nord. Sous la France occupée, elle entre immédiatement en résistance contre les nazis
et refuse de chanter à Paris tant que les Allemands sont présents. Pour l'ennemi, elle reste l'artiste et sillonne alors le Maghreb et les pays arabes, de Marrakech à Damas. Sous couvert de ses tours de chant, elle glane des informations en les dissimulant dans ses partitions. Au Milande, elle cache des résistants et la famille de Jean Lion, son ex-mari qui était juif. Ses activités lui vaudront la médaille de la résistance, reçue des mains du colonel Bocheron de Boissoudi et les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Combat qu'elle mènera toute sa vie. En 1963, elle participe à la marche de Washington organisée par Martin Luther King. Elle est à ses côtés et prend la parole. Vêtue de son uniforme de sous-lieutenant de l'armée de l'air. Mariée à Jean Bouillon, musicien et chef d'orchestre français, elle fait du château des Milandes un lieu à l'image de sa vision du monde, un village de la fraternité. Elle y fonde une famille qu'elle appellera sa tribu arc-en-ciel. 12 enfants de toutes origines adoptés dans le monde. Pendant plus de 15 ans, elle n'a de cesse de voyager et de se produire partout dans le monde pour subvenir aux dépenses du domaine.
mais tous les 5 sont mes enfants. Et mon cœur de maman les aime tous autant. Aidée par la Croix-Rouge, elle remonte sur la scène de l'Olympia en 1968. L'année suivante, Jean-Claude Brialy l'accueille dans son cabaret. Elle
elle continue d'honorer des engagements sur les scènes européennes. Grâce de Monaco, présente lors de l'incident dans le club new-yorkais où on avait refusé de la servir en raison de sa couleur de peau, met une villa à sa disposition. Villa que Joséphine Baker rachète quelques années après. À sa mort, amie fidèle, Grâce de Monaco veillera sur tous ses enfants avec toute la bienveillance qui l'animait. Le 9 avril 1975, le rideau tombe devant une salle enthousiaste. Joséphine Baker célèbre ses 50 ans de carrière lors d'une rétrospective Joséphine à Bobigny. Le lendemain matin, victime d'une attaque cérébrale, elle est transportée dans un coma profond à la Salpêtrière. Elle sera la première femme afro-américaine à recevoir les honneurs militaires lors de ses funérailles à Paris. Ni vous, messieurs, ni vous, mesdames. J'ai toujours essayé de ne pas me mettre dans une catégorie d'une grande artiste. Non, je pense que je suis une personne qui a été adoptée par la France. Ça m'a surtout développé le sens humaniste. Et c'est cela pour moi le plus important de ma vie. Oui, le lieutenant Joséphine Baker, qui rapporte d'une tournée en Égypte un chèque de 4,5 millions de francs destiné à la résistance. Pourquoi avez-vous accepté d'entrer dans les services secrets? Pour défendre la France, mon idéal, la dignité humaine.
Baker. You are on the eve of complete victory. Continue on. You can't go wrong. The world is behind you. J'ai eu cette idée parce que j'ai vu tellement d'incompréhension entre les soi-disant adultes. Et j'étais sûre qu'avec les tout petits enfants innocents, ils pourraient donner un exemple absolu de la fraternité mondiale. Ce n'est qu'en France qu'on pourrait donner un tel exemple de tous ces petits enfants venant de quel point de monde et vivant ici vraiment en frères. Bénis ce soir, ô étoile, combien j'avais de peine, nul autre ciel sans voile, mieux qu'elle me comprenne, que l'heure que Distinguant toujours les lumières des ténèbres. Et pourtant, rien n'était écrit. Saint-Louis, 1906. Naître d'une mère blanchisseuse et d'un père inconnu. Habiter une cabane au toit percé. À seulement 8 ans, servir une famille riche et blanche pour nourrir la sienne, pauvre et noire. Être battu, maltraité, fuir. Assister impuissante aux émeutes raciales et à leur cohorte de morts, se marier à 13 ans, ne pas se résigner. Danser. Danser pour vivre, vivre pour danser, à Saint-Louis, à la Nouvelle-Orléans, puis à Philadelphie, envoûter le public par son énergie et son humour, gagner Broadway, théâtre des possibles, rencontrer Caroline Dudley, créatrice de revues en Europe, et faire lever devant soi tous les rideaux, céder toutes les portes, tomber toutes les barrières. Paris, 1925. Quand Joséphine Baker arrive en France, Paris est une fête. Elle n'a pas 20 ans. Année folle. Année de danse et de musique. Année de nuit et d'ivresse où se noie Joseph Kessel, ignorant qu'un jour il écrira le chant des partisans. Si dans cette France, partagée entre soif de liberté et préjugés coloniaux, l'enfant de Saint-Louis se distingue, c'est parce qu'elle invente. Dès le fameux soir du 2 octobre 1925, au Théâtre des Champs-Élysées, un numéro qui dépasse les contradictions françaises de l'époque. Les concepteurs de la revue Nègre imaginent-ils pour elle une danse du ventre, fantasme d'exotisme sauvage? Elle figure, mais en gonflant les joues, en écartant les genoux, de sorte que le comique détourne bientôt le sensuel. Lui demande-t-on de danser nue, vêtue d'une simple ceinture de banane dorée? Elle y consent.
toujours essayé de ne pas me mettre dans une catégorie d'une grande artiste. Non, je pense que je suis une personne qui a été adoptée par la France. Ça m'a surtout développé le sens humaniste. Et c'est cela pour moi le plus important de ma vie.